Lacan, nous et le réel, 63e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Est-ce qu'on entend? Alors il faudrait tâcher que ça fonctionne. Est-ce qu'on entend? Oui. Je voudrais revenir sur cette notion que nous avons envisagée la dernière fois, du signifiant. Parce que bien sûr, c'est une notion centrale pour la psychanalyse, pas seulement lacanienne, parce que même si c'est seulement Lacan qui instaure le primat du signifiant, c'est déjà présent chez Freud, exprimé, disons, à la manière d'une périphrase. Mais la psychanalyse répond donc de cette priorité accordée au signifiant. Comment l'aborder de manière simple dans un premier temps? Et puis bien sûr, ça se complexifie un peu. C'est que c'est très simple. C'est le rêve comme rébus. Pour rien, j'ai écrit l'instance de la lettre dans l'inconscient. J'ai pas dit l'instance du signe se cherche dans la terre. On dit quand on veut mettre indirectement associé. Oui. Que le rêve soit un rébus, Stéphane. Le théologue se doit tranquillement à cette histoire de l'inconscience. Oui, langage. Comment c'est un langage au milieu de toi est apparu son écrit. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut faire la moindre foi et quand la théorie à ces figures qui se baladent dans les rêves. Et que nous avons, ce sont des représentations. Bon. Puisque c'est un rébus. Et bien, ce qui se passe, ce qu'on appelle une pensée. Des pensées qui est La parole, en tant qu'elle est auto-définie, c'est-à-dire qu'elle se définit elle-même par elle-même, comment différencier une parole qui vise la parole d'une parole qui vise les objets, disons, le monde, par exemple? Eh bien, c'est là que se situe cette notion de signifiant, puisque le signifiant va permettre de revenir à une dimension de contingence de la parole qui, avant de signifier quelque chose, comme dit Lacan, signifie d'abord pour quelqu'un. Ça, c'est la dimension, disons, essentielle de la psychanalyse, qui permet justement de replacer tout ce qui concerne aujourd'hui la prolifération des messages, de l'information, les définitions du langage, etc., de ramener tout ça à une dynamique qui est une dynamique première, que nous avons deux organes pour une fonction, la parole, nous les corps parlants, et que ces deux organes sont désaccordés. Donc les oreilles et le larynx qui concernent la parole, c'est-à-dire que nous n'entendons pas, le sujet n'entend pas ce qu'il dit. Et quand il parle, il s'adresse prioritairement à lui-même avant de viser des objets ou de s'adresser à d'autres. Ça, c'est justement ce qui est amené progressivement par la psychanalyse, enfin progressivement, disons, il a fallu, disons, plusieurs millénaires pour arriver à la révolution freudienne, ou la découverte de l'inconscient, puisque Lacan crédite Freud d'être effectivement l'inventeur d'un nouveau discours, hein, même dans
les noms du Père, il reprend cette notion-là de nouveau discours, le discours de l'analyste, et le discours, dans l'acception lacanienne, c'est une forme mathématisée qui fonctionne avec d'autres formes mathématisées. Donc, il y a, comme le rappelle Lacan, une décantation du sens pour arriver jusqu'à la lettre, et ça, donc, c'est ce dont il crédite les Juifs d'être à l'origine, c'est-à-dire les lecteurs de la Bible. Lacan dit ça ne me fait pas peur de lire la Bible, bien au contraire, puisque il voit que le travail de la Torah, et donc ce qui va donner le Talmud, ça va être justement de dégager la Bible de toute la mousse religieuse qui l'encombre pour laisser décanter le sens et parvenir à ce qu'il appelle la logique. Moi, la Bible, ça ne me fout pas la trouille. Je dirais même plus, j'ai pour ça une raison. C'est qu'il y a des gens comme ça qui en ont été formés, hein? Les Juifs, qu'on les appelle généralement. On peut pas dire qu'ils aient pas cogité sur le machin. Je dirais même plus. Tout prouve dans leur histoire qu'ils ne se sont pas occupés de la nature, qu'ils ont talmudisé, comme on dit, cette Bible. Eh bien, je dois reconnaître que ça leur a réussi. Dans la logique, il n'y a plus même de notion de vérité, puisqu'il n'y a plus que des lettres qui fonctionnent les unes avec les autres, et on arrive donc là à une approche des sciences modernes qui, paradoxalement, est beaucoup plus à porter du côté de ce sens de la lecture hébraïque que du côté de la question heideggerienne sur que signifie la phusis pour les Grecs. Vous savez que cette question a obsédé Heidegger, mais Lacan l'évacue d'un revers de la main. C'est pas important. D'abord, on n'en sait rien, et puis on n'en saura jamais rien puisque la langue elle-même est perdue. Et donc, ce qui convient de voir et de comprendre, c'est que entre, disons, cette notion de phusis, qui est mal traduite, bien sûr, par natura, parce que la phusis chez les Grecs, d'ailleurs, Heidegger ne la traduit pas en nature parce qu'il a trop de sens de la justesse conceptuelle pour ne pas faire chuter un concept qui va ce qui va donner notre physique, c'est-à-dire quelque chose qui semble extérieur à nous-mêmes et qui se tient en lui-même et qui possède sa propre logique, en quelque sorte, de génération, corruption, et pour la nature, la nature, le mot justement, et aujourd'hui on voit à quel point nous sommes ancrés dans des discours qui nous amènent là où on ne voudrait pas aller, parce que je voudrais éviter le terme de nature et je n'ai pas pu le faire, parce que nature, justement, natura pour les Romains, pour les Latins, ça évoque la nativité, c'est-à-dire que ce serait notre lieu de naissance, la nature. Et donc il y a quelque chose de faussé là par rapport à, disons, au mythe grec, notamment à l'Orestie d'Échille, dont j'ai déjà parlé, où si nous naissons effectivement au sein de cette natura, notre conception se fait ailleurs, c'est-à-dire sur le plan de la parole qui, elle, n'appartient pas au règne de la nature. Alors peut-être que la parole, si on laisse décanter quelque chose de l'ordre d'une logique, comme on le voit dans la génétique avec les séquences ADN et puis le fait que l'ADN se compose de 4 lettres et des combinaisons de 4 lettres,
effectivement, alors il peut y avoir une parole et donc un savoir déjà pris dans la nature, mais nous n'y accédons pas directement, pas plus que nous accédons à un savoir autre que celui, pour nous, qui est déjà contenu dans la parole. Donc c'est là où il y a une forme de réduction, mais cette réduction n'est pas une privation, c'est plutôt un recentrement sur ce qui nous permet d'articuler quelque chose de l'ordre d'un savoir avec la vérité, puisque la vérité s'oppose au savoir. En quelque sorte, à chaque fois, il y a un savoir qui s'instaure et qui s'installe, et la vérité vient mettre en péril et vient faire chuter ce savoir. Et pour nous, disons, l'être humain, qu'on écrit les plus loin de humain, si on veut suivre Lacan jusqu'au bout, et son humour justement qui est lié au fait de raser le sens au plus près pour revenir vers la logique. Donc il n'y a pas d'autre savoir auquel nous avons accès que l'inconscient dont on est le sujet. Dont on, par exemple, ça pose problème, parce que on est le sujet de rien du tout. C'est un sujet grammatical, mais c'est pas un sujet logique. Donc l'inconscient dont je est le sujet. Ça, c'est beaucoup plus conforme, disons, à la dialectique lacanienne. Donc sur cette histoire de signifiant, la dernière fois on a vu, et c'est sur ça que je voulais revenir, que la trace de pas sur le sable, c'était pas insignifiant pour Lacan. La trace de pas sur le sable, bien sûr, de vendredi, alors que Robinson se croit seul au monde, seul sur l'île, et il trouve cette trace. C'est un signe. Parce que le signe, c'est quelque chose qui s'adresse à quelqu'un, alors que le signifiant, lui, s'adresse à un autre signifiant. Ça, c'est la deuxième remarque, disons, d'importance, parce qu'elle différencie radicalement la psychanalyse de la philosophie, et donc le sujet de la psychanalyse du sujet de la philosophie. C'est cette prise en compte par Freud lui-même du fait que le système signifiant fonctionne tout seul. Et donc que le sujet, lui, il est un effet de la chaîne signifiante. Et qu'un signifiant va s'interdéfinir avec un autre signifiant exclusivement par une différence entre un signifiant et un autre signifiant. Le poids, le bois, la voix, ce sont des différences qui vont faire qu'un signifiant s'interdéfinit avec un autre signifiant. Ce faisant, les signifiants, un signifiant qui s'adresse à un autre signifiant, crée un effet de sujet pour celui qui se trouve pris dans le discours. Et là, nous revenons à notre petite phénoménologie du très jeune sujet, du bébé avec sa mère, donc, et qui essaye de se caler sur le regard de l'autre. Ils essayent tous les deux, d'une certaine manière, de se caler sur le regard de l'autre. Et ce que cherche donc l'enfant, nous l'avons déjà évoqué, c'est d'être pris dans ce regard-là, de correspondre, de sentir au sens, vous savez que sentir en italien et donc dans le latin ancien, ça veut dire entendre. Donc, d'entendre qu'il est le désir, il s'identifie à l'objet du désir de la mère, pour être ce désir. Et donc, nous rappelons que parmi les temps de l'Oedipe, il y a to be or not to be, c'est-à-dire être ou ne pas être le désir de la mère.
C'est là justement qu'intervient le père, non pas en tant que personnage contingent, mais en tant que fonction, le nom du père. Puisque c'est justement en tant qu'il est réel, c'est-à-dire l'agent de la castration, qui n'a pas besoin d'être là, puisque l'absence et la présence coïncident dans un moment où le fait que dans cet échange, il y a un impossible, eh bien cet impossible-là, c'est ça le réel. Le réel est qu'il n'y a pas de conjonction possible entre ces deux regards. Puisqu'il y a toujours ce troisième terme qui est donc qui va tout de suite être dérivé sur cette notion de père ou de père réel, donc qui fait que la castration aura toujours déjà eu lieu. Nous sommes réduits, convoqués à nous considérer comme appartenant a priori à un monde symbolique, c'est-à-dire à être déterminé non pas par une position géographique ou une image dans le monde, mais déterminé par notre place dans une chaîne signifiante, ce que Freud a appelé andere Schauplatz, l'autre scène. Donc l'autre, il y a de l'autre avec un grand A, quelque chose qui n'est pas là, qui justement échappe à la représentation imaginaire ou même la symbolisation, c'est-à-dire la représentation symbolique sous forme de mots, d'abstraction, et qui est cette altérité radicale. C'est effectivement dans cette considération-là que se place la possibilité du signifiant. Et le signifiant, comme nous l'avons vu, il a un nom. Ce nom-là, évidemment, il va entraîner toutes sortes de confusions, puisque on va le confondre avec l'image qu'on va s'en faire, ou la représentation qu'on va s'en faire. Bien sûr, c'est le phallus. Le seul réel qui vérifie quoi que ce soit, c'est le phallus. En tant que j'ai dit tout à l'heure, de quoi le phallus est le support, à savoir de ce que je souligne dans cet article, à savoir de la fonction du signifiant en tant qu'elle crée tout signifié. Encore faut-il, ajouterai-je, pour le reprendre la prochaine fois, encore faut-il qu'il n'y ait que lui pour le vérifier. C'est réel. Nous revenons sur cette notion de phallus, de signifiant. Le phallus n'est pas une image, il n'est pas le membre viril, il n'est pas la représentation qu'il induit. Il est un signifiant. Et en tant que tel, il ne signifie rien. Il permet, il autorise, il fait en sorte que les significations puissent advenir. Toutes les significations. Que le langage soit un système qui est puissamment orienté par ses capacités de signification, de signifier. Et donc les mots vont tout de suite signifier quelque chose, et bien sûr nous allons nous arrêter prioritairement sur ce signifier-là, cette signification. Et c'est précisément ce à quoi sert l'imaginaire, c'est-à-dire transformer un son en image. Et donc cette image va arrêter le flux du sens. Et nous allons chercher toujours à arrêter le flux du sens le plus rapidement possible et donc nous figer dans des significations. La psychanalyse, en tant qu'elle est une cure par la parole et donc un discours et une clinique du discours, va redonner la possibilité au flux de circuler et de faire sauter les significations qui bloquent le sujet dans une trame qui est au moins aussi rigide que n'importe quel type de prison, bien qu'elle soit souple, elle est très prenante et tout ce qui concerne, disons, l'emprise sur la parole du sujet va
dominer et empêcher ce qui va se passer réellement pour lui. Et nous mettons ça en place nous-mêmes par rapport au premier signifiant. Donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce que nous avons cette fameuse matrice que nous avons un peu annoncée la dernière fois, un enfant est battu, qui est la matrice du fantasme. Avec ces 3 temps, donc un temps pré-oedipien, un temps oedipien, un temps post-oedipien. Et il est question là de la possibilité pour le sujet d'agir un savoir. Vraiment, l'inconscient est le nom de ce savoir-là. Parce que bien sûr que si nous voulons entendre ce qu'il en est de la psychanalyse, l'inconscient est vraiment à considérer non pas comme quelque chose de l'ordre de l'inconscience, mais ce savoir-là au nom duquel le plus petit bébé sait déjà quelque chose qu'il ne sait pas qu'il sait. Et ce qu'il sait en l'occurrence, c'est que l'amour qu'il vise, mais qu'il vise de manière première, il sait que cet amour-là, il appartient prioritairement au registre du signifiant. C'est-à-dire l'amour, c'est pas un sentiment pour la psychanalyse. C'est quelque chose de l'ordre de la logique. Il est logique. Comme il est logique, nous l'avons vu, que les fantasmes qui nous déterminent fonctionnent suivant une loi. Une loi, c'est une logique. Donc la phylogénèse, au départ, c'est une logique qui concerne toutes les espèces dans lesquelles on peut retrouver effectivement cette loi dans les éléments de la nature elle-même. On verra plus tard que la loi qui régit l'inconscient n'est pas tout à fait la même que celle-là, puisqu'elle inclut le sujet, et que le sujet lui-même doit ramener l'instance de son énonciation à chaque fois dans l'étude qu'il fait de la loi à travers lui-même, c'est-à-dire dans ce qui lui arrive à lui et qui n'est pas transposable aux autres avec un petit a. Et c'est justement là ce dont il est question dans Un enfant est battu, c'est que s'imaginer le rival, le puîné, le petit frère, la petite sœur, l'autre battu par le père ou un de ses substituts, c'est équivalent à il n'y a qu'une place dans le système. C'est ou oui ou non. C'est-à-dire qu'il y a une réduction du 3, puisque l'enfant se rend compte qu'il y a donc la mère, lui, il essaye de maintenir cette intersubjectivité autant que possible, et puis il y a quelque chose entre qui échappe, donc ce troisième terme, la relation entre eux, dans laquelle nous plaçons le phallus. Et là, dans le système symbolique, pour rentrer dans l'amour, puisque ça correspond à la structure du système symbolique qui fonctionne par un jeu d'opposition dans le langage, eh bien, pour qu'il y ait une place pour le sujet, l'autre doit en être exclu. C'est un leurre, bien sûr, mais c'est le leurre qui permet de rentrer dans le symbolique. Sinon, il n'est pas possible de rentrer dans le symbolique. Parce que le système symbolique, c'est une forme de réduction où le troisième terme ne va apparaître qu'au bout d'un temps de décantation important, sous la forme de la dialectique, qui rétablit le troisième terme. Mais a priori, dès qu'il est question de rentrer dans la logique formelle, c'est ou vrai ou faux. Ça ne peut pas être vrai et faux simultanément. Donc, l'inclusion du sujet dans le système symbolique, par l'intermédiaire du phallus, c'est-à-dire le signifiant lui-même, en tant qu'il permet justement cette
introduction du creux dans le plein du monde. Ça, c'est une formule de Lacan. C'est très important de l'entendre parce que introduction, nous l'avons vu, introduire, ça présuppose quelque chose de saillant, hein, de phallique, on peut dire, puisque c'est quelque chose qui est dehors d'une pénétration. Introduction d'un creux, quelque chose qui est creux dans le plein du monde. Donc cette troisième dimension-là, c'est vraiment ce qui est l'apanage du signifiant. Donc le phallus lui-même, qui n'est pas à confondre justement avec l'olisbos. Hein. Il y a tout un travail de Lacan là, pour expliquer que justement ce qui constitue la représentation d'un phallus qui a comme utilité, disons, de s'imaginer que ça en serait un, pour être sobre, ce n'est pas du tout à confondre avec le phallus. Le phallus, lui, il a quelque chose à voir avec Phlebs, qui a donné phlébite, etc. C'est un flux. C'est le flux vital à l'intérieur d'un canal. Donc, le phallus n'est pas à confondre du tout avec la représentation phallique qu'on s'en fait, bien qu'il puisse prendre cette représentation dans certains contextes, disons, narratifs. Mais le phallus, c'est avant tout, donc, l'introduction de ce creux dans le plein du monde, c'est-à-dire la dimension de l'altérité radicale. Et là, évidemment, vous vous souvenez que nous avons insisté sur la fonction primordiale qui est accordée au père pour permettre au sujet l'instauration de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire cette altérité radicale dont on vient de parler. Et pour autant que, effectivement, le père, en tant qu'il est le possesseur, pas le possesseur, mais en tout cas le porteur légitime du phallus, de la parole, donc de la possibilité de la parole, pardon, eh bien, ce phallus-là, il manque aussi à l'autre avec un grand A. Ça, c'est une dimension paradoxale sur laquelle il convient de s'arrêter. Parce que si le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre avec un grand A, dans l'équivoque ménagé par le génitif à la fois objectif et subjectif du deux, désir de l'autre, c'est-à-dire ce que l'autre désire ou ce que je désire de l'autre, le phallus n'appartient même pas à l'autre avec un grand A. Donc il ne l'a pas. Donc l'autre lui-même est barré, l'autre lui-même est castré. Ça, c'est évidemment une étape décisive dans le travail de la cure. Ça ne peut s'entendre que par le psychanalyste qui est déjà passé par cette étape-là. Parce que sinon, c'est impossible à entendre. Quand le sujet introduit dans son propre discours cette dimension que l'autre lui-même est castré. Il ne s'écrit plus « A », il s'écrit « A barré », de la même manière que le sujet est un sujet barré. Cette notion-là de barre, c'est ce qui nous fait revenir sur un enfant ébattu. Parce qu'un enfant ébattu amène toujours, donc, cette notion de barre, c'est-à-dire une barre qu'on peut considérer comme une barre qu'on prend dans la main, ou un bâton, ou une batte, ou un fouet, comme dit Nietzsche dans Zarathustra avec la jeune et la vieille femme, si tu vas chez les femmes, n'oublie pas le fouet. C'est-à-dire qu'il y a une notion de battre, de barrer, qui est déjà inhérente à cette notion de signifiant lui-même. C'est pour ça que dans le cas de Robinson, Lacan fait remarquer tout de suite, et donc il surprend par cette... évidemment, on s'attend à ce qu'un pas sur le sable, ça soit quelque chose de l'ordre du signifiant. Ben non, c'est qu'un signe, parce qu'il devient signifiant qu'à partir du moment où il peut l'effacer. Donc, un signifiant se définit aussi et surtout par
sa dimension substitutive. C'est-à-dire qu'il peut être barré, et c'est même ce qui le caractérise en plein, c'est d'être barré. Celui qui sait dans l'analyse, l'analysant, ce qu'il déroule, ce qu'il développe, c'est ce qu'il sait, à ceci près que c'est un autre. Mais y a-t-il un autre? Que c'est un autre qui suit ce qu'il a à dire, à savoir ce qu'il sait. Cette notion d'autre, je l'ai marquée dans un certain graphe d'une part qui le rompt. Est-ce que ça veut dire que rompu, ça soit nié? L'analyse, à proprement parler, énonce que l'autre ne soit rien que cette duplicité. Donc il y a une trace, parce que quelque chose aura eu lieu au futur antérieur, de l'introduction d'un creux dans le plein du monde. La psychanalyse, ce n'est rien d'autre que retrouver la possibilité de l'introduction de ce creux et ménager ce creux, de telle manière que il n'y a plus cette obstination à se confronter sans arrêt à l'autre avec un petit a dans sa dimension spéculaire. C'est-à-dire qu'il soit toujours pour le sujet, soit un objet, soit un modèle, soit un adversaire. L'instauration, l'introduction de ce creux permet justement cette déviation qui ouvre la possibilité à la dialectique de revenir à une tridimensionnalité, c'est-à-dire l'autre avec un grand A et l'autre avec un petit a, qui sont articulés, indissociables, mais articulés entre eux. Donc justement, ce qui nous permet de comprendre aussi, comme on l'a un petit peu abordé la dernière fois, la dimension dans la cure d'hystériser le sujet. Puisque l'hystérique, justement, se définit d'être celle, je le mets au féminin, mais c'est par commodité. Disons que d'une certaine manière, hystéricon, c'est le sexe féminin. Mais pour autant, ce n'est pas spécifique des femmes, hein. Bien sûr, il y a des hommes hystériques, et quand les analyseurs arrivent, qu'ils soient hommes ou femmes, ils vont être hystérisés sur le divan, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir conforter leur position de sujet. Puisque ce qui caractérise l'hystérique, c'est justement de toujours mettre un petit a en position de grand A. De confondre les deux, mais au point où l'hystérique a besoin d'une loi, hein, et de quelque chose qui vient la dominer pour qu'elle puisse fonder sa vérité sur sa plainte. Donc, la plainte, ça serait donc mais qui suis-je pour que toi, tu me dises qui je suis? Et donc, c'est mettre toujours un petit a en position de grand A pour préserver cette notion de sujet. Or, il s'agit dans l'analyse, selon le mathème du discours de l'analyste, bien sûr, de faire émerger ce sujet barré. Donc, l'hystérie, ce n'est même pas une névrose, l'hystérie. C'est ce qui permet l'émergence du sujet. Auparavant, avant d'émerger comme sujet, c'est-à-dire d'être assez hystérisé, mais attention, dans le cadre de l'analyse, parce que, évidemment, il appartient, et c'est de la responsabilité de l'analyste, de ne pas se prendre pour le grand autre de son analysant, hein, et donc de l'instrumentaliser, mais au contraire de fuir toujours l'identification que l'analysant va faire de son analyste avec le grand autre, pour rappeler sans arrêt que lui, il est là en tant qu'objet petit a.
à n'en faire que le semblant. Alors, ceci nous amène à considérer que l'hystérique, dont chacun sait qu'il est aussi bien mâle que femelle, l'historique, si je me permets ce glissement, il faut considérer en somme qu'elle naît, je la féminise pour l'occasion, mais comme vous allez voir que je vais y mettre de l'autre côté mon poids, il me suffira largement à vous démontrer que je ne pense pas qu'il n'y ait des hystériques féminines. L'historique n'a en somme, pour la faire consister, qu'un inconscient. C'est là radicalement autre. Elle n'est même qu'en tant qu'autre. Eh ben, c'est mon cas. Moi aussi, je n'ai qu'un inconscient. C'est même pour ça que j'y pense tout le temps. Il est possible de réinstaurer par l'analyse et seulement par l'analyse une dimension intersubjective qui ne soit pas perverse. Puisque c'est l'analyste qui s'efface. Jamais il ne prend la position du grand autre. Sinon, il serait un pervers. Mais justement, s'il est analyste, en principe, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent psychanalystes, on se demande vraiment s'ils ont, ne serait-ce que, lu un livre de Freud correctement, vu ce qu'il déclame sur, je sais pas, les gender studies, le climat, enfin, toutes les saucisses idéologiques qu'on nous balance à longueur de journée. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être dans une position d'analyste et ne pas concevoir qu'il y a toujours andere Schauplatz, qu'il y a toujours l'autre scène dans laquelle se joue cette dialectique du savoir et de la vérité? Donc, le psychanalyste, lui, va amener sans arrêt à répondre non pas au sujet hystérisé qui va le bombarder de questions et qui lui demande des réponses, des certitudes, etc. Il va répondre non pas à son analysant, mais il va répondre de sa position, de se mettre en place d'objet petit a, à n'en faire que le semblant, de telle manière qu'il désamorce sans arrêt jusqu'à relancer l'analysant dans un rétablissement du flux, du ruissellement du sens, qu'il s'agit de couper. C'est là où la lettre juive est importante, parce que je précise juive parce que c'est la lettre qui caractérise donc le travail de Lacan, mais la lettre juive c'est que des consonnes, donc elle coupe. Il n'y a pas de voyelle, il y a une seule voyelle, c'est l'aleph, et l'aleph ne se prononce pas. Donc elle est là sans être là, et donc elle instaure le registre du symbolique, tandis que toutes les lettres qui sont consonantiques, l'alphabet hébraïque originel, mais même le contemporain, il est repris comme ça. Il y a cette capacité de couper le flux du sens en permanence. C'est pour ça que la lecture du Talmud, c'est d'éradiquer toute signification et de laisser décanter le sens pour arriver jusqu'aux lettres et aux petites lettres. Et c'est pour ça que, justement, les Juifs anciens se sont montrés très peu préoccupés de la nature, justement, qui est le mot qui traduit mal la physis chez les Grecs. La physis chez les Grecs se traduit plus ou moins comme quelque chose qui, se tenant en lui-même, possède ses propres possibilités d'être et de devenir à travers donc des process de génération, de corruption et éventuellement de renaissance. C'est quelque chose qui ne dit pas la même chose que natura, ça veut dire que vous êtes né là. C'est pas du tout le même. Il y a déjà disons un dévoiement du sens originel de physis. Donc on comprend aussi que Heidegger ait été questionné par ça. Mais pour Lacan, entre physis et natura, le problème se pose pas là, puisque
ce qui est mis en place vraiment dans le travail sur l'écoute et donc sur la lecture, c'est cette décantation du sens où la vérité elle-même, qui est liée au sens, va subir dans tout l'enseignement lacanien, disons des années 40 à 80, il y a d'abord la vérité est conçue comme, disons, ce qu'il s'agit de retrouver, puisque la vérité de la souffrance, c'est d'avoir la vérité comme cause. Ça, c'est le principe, c'est au principe de la psychanalyse freudienne. On est malade au nom de la vérité, puisqu'on l'a vu, il y a quelque chose de logique dans la demande d'amour qui est de l'ordre logique et non pas sentimental. C'est quelque chose qui signifie l'être du sujet, en quelque sorte. Donc, au départ, il y a la vérité comme ça, puis progressivement, la vérité va subir une érosion. Il va faire que, bien sûr qu'il y a la vérité qui va s'interdéfinir avec le savoir, que ce savoir-là, qui est le savoir inconscient, le seul auquel on a accès, ne peut être que travaillé, érodé par la vérité, mais que la vérité elle-même ne peut être que midite, puisque dans le système, la vérité appartient au grand S, au registre symbolique, et elle touche le réel. Mais au moment où elle le touche, elle disparaît en tant que vérité, puisqu'elle devient réelle, donc elle n'y est plus. Donc une vérité qui ne peut être que midite, donc qui est à moitié dévalorisée, jusqu'à la fin de l'enseignement lacanien, où il n'est plus question de vérité, puisque ça n'a plus de sens. Il dit mes petites formules, là, en parlant de ce discours, justement, de ses mathèmes, ce ne sont pas des idées, c'est de la logique. Donc il s'agit d'arriver jusqu'à la logique. Cette logique-là, elle n'est accessible qu'à condition d'être repassée par cette notion de signifiant, d'avoir coupé à l'origine, comme ce que Lacan reconnaît, qu'il remarque chez Saussure par rapport aux stoïciens, c'est-à-dire la présence de la barre entre le signifiant et le signifié. Et cette barre-là, c'est cette barre qu'on a évoquée tout à l'heure comme une des caractéristiques du signifiant, devenir barré. C'est aussi ce qui vient barrer, dans un premier temps, l'autre sujet dans un enfant est battu, pour laisser la place au sujet, puis le sujet lui-même, dans le deuxième temps d'un enfant est battu. Puisque si le père me bat, c'est qu'il m'aime. C'est-à-dire qu'il y a une inversion là. Une inversion, c'est comme un passage sous la barre. Renversement de la fraction. Donc, la barre est encore présente là, mais cette fois, elle signifie l'amour. Bon, la dernière fois, je vous ai donné une version, disons, possible de rationaliser cette chose-là en disant que l'enfant peut se sentir coupable d'avoir imaginé, rêvé d'un autre battu pour lui laisser la place à lui. Et donc, il se fait battre lui-même, mais avec une signification différente, puisque ça veut dire que le père l'aime. On peut rajouter un cran de plus en disant l'enfant, voyant que ça fait jouir le père de battre, va dire « je vais faire jouir le père en me laissant battre, et si je le fais jouir, il va m'aimer ». Et comme nous sommes là dans ce deuxième temps, qui n'est pas un temps chronologique, c'est un temps qui est reconstruit. On n'entend jamais ça en analyse, mais il ne peut être que reconstruit par rapport au troisième temps où il y a cette indifférenciation sexuelle et le fait que d'autres soient battus, et qui vient cautériser l'ensemble du processus de l'Oedipe avec ces trois temps. Et je vous rappelle que le processus de l'Oedipe est lié, bien sûr, à cette dualité qui ne correspond pas trait par trait, mais qui crée un schéma de correspondance un peu décalé entre le complexe de castration pour le garçon et le pénis-nide chez la fille. Et donc, en bas, ça a aussi quelque chose avec le clitoris. Le clitoris qui peut être un peu, disons, malmené, battu, puis caressé. Et donc, tout ça parce que le fantasme qui vient n'est au départ qu'une matrice symbolique, symboligène en tout cas,
d'une réponse face au rien du réel. Je vous rappelle par exemple des tableaux de Magritte, notamment il y en a un qui s'appelle Lunettes d'approche, je crois, où il y a donc un ciel qui se reflète sur des vitres comme ça, et puis entre les vitres ouvertes, il y a du noir, il y a rien, il y a la nuit, il y a le néant, il y a rien. Le fantasme, c'est ce qui vient provoquer chez le sujet la satisfaction d'une pulsion, quelque chose qui vient apporter une réponse, d'une certaine manière, imaginaire, en contrepoint d'un rien qui est effrayant et à quoi on ne peut pas se confronter. Donc l'instauration du fantasme, c'est l'activation du système symbolique en tant qu'il s'appuie sur l'imaginaire. On peut dire l'imaginaro-symbolique, au départ, par rapport à la fin de la cure, où le symbolique lui-même devient cette fois réel, pas dans le sens où le symbolique est réel, mais dans le sens où il intègre le réel comme limite interne du symbolique. Et donc, le sujet aura récupéré à ce moment-là une possibilité dialectique de sa parole, et donc de la possibilité pour lui de se situer non plus de manière spéculaire avec le monde, mais dans l'assumation de cette innovation freudienne, de considérer que le monde, ou encore de manière plus exemplaire la société, ce n'est pas ce qui fait que nous refoulons quelque chose, c'est que le monde lui-même procède, la société procède de notre propre refoulement. C'est-à-dire c'est notre refoulement que nous voyons en face. Or, si nous le prenons de manière spéculaire, imaginaire, de face, de front, comme objet, comme modèle ou comme adversaire, nous restons dans une dimension, disons, pauvrement binaire, puisque là, il n'y a pas de troisième terme. Donc, seule l'instauration de ce troisième terme, qui est la réduction du 3 au 2 dont j'ai parlé la dernière fois, et la possibilité donc de réintroduire dans ce 2 du symbolique le 3 comme dialectique, là, le sujet va avoir une relation à l'autre avec un petit a qui est médié par le grand A, et donc c'est tout à fait une autre relation au monde. Donc la psychanalyse permet à ce moment-là, par le travail de la parole, la clinique du discours qui est faite dans l'analyse, de retrouver, disons, une ouverture, une respiration. Lacan parle de poumon artificiel, de respiration avec le monde, parce qu'il n'y a plus cet aspect d'étouffoir qui est lié à la surprésence et surpression imaginarisée du monde. L'analyse, c'est le poumon artificiel. Grâce à quoi on essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. On ne s'en est pas encore aperçu, et c'est heureux. Parce que dans l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus, aux analystes. Ce qui leur aurait ôté toute chance d'être ce qu'ils doivent être. Compensatoire. En fait, c'est un pari, c'est aussi un défi que j'ai soutenu. Je le laisse livrer aux plus extrêmes aléas. Alors aujourd'hui, on peut en avoir un exemple tous les jours en voyant l'ensemble disons, de ce qu'on appelle l'information qui vient mettre le sujet dans une position non seulement de minorité, mais aussi d'être malheureux, oppressé, dominé, et qui, bien sûr, et ça c'est les paradoxes de la jouissance, c'est là où la psychanalyse aussi fait un pas décisif qui l'exclut de toute récupération philosophique. Je pense là notamment à Žižek qui montrait une certaine virtuosité avec les concepts lacaniens, que je le reconnais, c'est vraiment très intelligent, mais ce qui compte, c'est le réel. Qu'est-ce qu'il fait de son réel? Qu'est-ce qu'il en a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait à l'occasion de l'épreuve là qui lui était proposée
justement avoir une parole sur le covidiotisme et maintenant le covidioclimatisme, puisqu'il y a une sorte de, disons, d'offre commerciale qui est faite de rassembler ces idéologies de telle manière que la pression extérieure du monde empêche de se situer dans une dimension dialectique. On reste dans l'imaginaire, donc de croire. C'est vrai, une croyance, on croit dans l'image qui nous est proposée. Il n'y a pas là de position analytique du tout. Bon, je ne parle même pas de Miller, de Solaire, etc., qui mettent des guenilles faciales sans rien dire, etc., et qui s'imaginent aujourd'hui que ça serait une position, disons, de pédagogique ou thérapeutique, je ne sais pas quoi. Non, tout est faux. Tout est faux là-dedans. Donc, nous avons une grande chance de traverser cette époque, qui est une épreuve, parce que c'est la possibilité pour chacun de pouvoir faire avec un peu plus de réel. Et pour que ce réel puisse être envisagé, bordé, cerné, évidemment, ce n'est pas possible si la notion de signifiant n'est pas réinscrite au premier plan. Donc le primat du signifiant, c'est vraiment réintroduire cette notion-là de phallus comme le signifiant qui permet que tout le reste puisse disposer d'une, mais pas seulement d'une, de plusieurs significations, c'est-à-dire le processus de la Bedeutung et du Sinn, comme disent les Allemands, qui différencie donc la signification et le sens, comme nous pouvons le faire en français, et je ne suis pas sûr que ça se fasse en anglais. Si, il y a meaning et sense, mais je ne sais pas dans quelle mesure, justement, les sujets de langue anglaise qui ne parlent que cette langue auraient la possibilité de rentrer dans les nuances induites par la psychanalyse, qui sont des nuances induites sur le signifiant lui-même et dans ses capacités à signifier. Un signifiant nouveau, celui qui n'aurait aucune espèce de sens. Ce serait peut-être ça qui nous ouvrirait à ce que, de mes pas bateaux, j'appelle réel. Pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas de formuler un signifiant qui aurait, contrairement à l'usage qu'on en fait habituellement, qui aurait un effet? Oui, il est certain que tout ceci a un caractère d'extrême. Si j'y suis introduit par la psychanalyse, c'est tout de même pas sans portée. Portée veut dire sens. Ça n'a exactement pas d'autre incidence. Portée veut dire sens et nous restons collés toujours au sens. Comment est-ce que on n'a pas encore forcé les choses assez pour faire l'épreuve de ce que ça donnerait, de forger un signifiant qui serait autre. Je vais juste revenir un tout petit peu donc sur cette notion de décantation du ruissellement du sens avec les coupelles des lettres qui viennent recueillir et permettre de passer, disons, d'une profusion de sens à la quasi-absence de sens qui détermine la logique. Et bien ça, c'est ce qui se retrouve donc juste après le passage par le séminaire encore de Lacan, où justement il réintroduit la jouissance féminine comme un élément du réel avec lequel c'est impossible, il devient impossible de se passer pour cerner ce réel-là. Et donc il passe, disons, d'une extrême mathématisation à la réintroduction de la jouissance féminine pour, dans le séminaire d'après, le séminaire 20, les noms du père, très subtil, passer du modal au nodal, l'instauration des nœuds.
Donc le modal au nodal, c'est les modalités. Les modalités sont les modalités d'Aristote. Ce sont les modalités d'une logique qui s'appelle propositionnelle. Donc, il y a la nécessité, la contingence, l'impossibilité et la possibilité. Et ça se définit avec des propositions qui relient la parole, la psychanalyse est de l'ordre de la parole, à l'écrit. L'écrit n'est pas de l'ordre de la parole. L'écrit, au départ, c'est fait pour compter. C'est fait pour comptabiliser, pour garder une trace de quelque chose. Puis petit à petit, l'écrit, c'est le terme même de graphène. Vous savez que le graphisme me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai enseigné le graphisme pendant quelques années. Le graphisme, c'est l'écriture. Et donc, c'est la transposition de la parole en écriture. Au départ, les tragédies grecques, par exemple, n'étaient jouées qu'une fois. Ça provoquait son effet de catharsis dans la cité, c'est-à-dire on mettait en scène justement la purgation des passions, c'est ce que veut dire la catharsis, et puis elle n'était plus jouée. Parce que c'était valable une seule fois, jusqu'à la fondation de l'Académie par Platon. Vous savez que Socrate n'a jamais écrit un mot, il n'a fait que parler. Platon aussi, au départ à l'Académie, ne faisait que restituer l'enseignement de Socrate. Et puis petit à petit, des graphistes, des graphènes, ceux qui faisaient des graphènes, c'est-à-dire qui étaient capables de transposer des sons. C'est une analogie, hein, c'est pas numérique justement, c'est pas une photo avec une réduction, un agrandissement, etc. Le processus analogique, il y a un saut, il y a un vide entre. Donc, les gens qui ont transposé, les graphistes, là, ont commencé à transposer dans des formes que sont les lettres, bien sûr, qui forment des mots. Le langage n'est pas fait de mots, hein, il est fait de signes, et les lettres sont des signes. Et les lettres ne sont pas l'image de quelque chose, elles sont la chose elle-même, comme dit le typographe Eric Gill, très bon typographe. Celui qui a fait justement Chanel, hein, pour la typographie avec laquelle Chanel déploie sa marque. C'est Eric Gill qui est un typographe très intelligent. Bon, un typographe intelligent, c'est presque un pléonasme, parce qu'on aurait vraiment de la typographie qui rentre dans l'essence de la forme de la lettre. Il faut vraiment une très grande intelligence. Donc, cette transposition de l'oral à écrit va faire en sorte que la psychanalyse qui se réclame de l'oralité, du verba manent scripta volent, c'est Lacan, vous le savez, inverse l'adage romain, l'adage latin, verba volent scripta manent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Ça, c'est une logique de comptable, c'est pour faire de la comptabilité, retrouver des traces, etc. Mais c'est la parole qui laisse des traces. C'est la parole entre la mère et l'enfant, le père, tout ça laisse des traces indélébiles dans la psyché enfantine. Et donc, ça va être par ce rapport de la parole à l'écrit que Lacan va pouvoir définir que les noms du père, les noms du père et les noms du R, c'est un même savoir, puisque le savoir est inconscient. Mais ce n'est pas le même sens. Et si on peut dire que ce n'est pas le même sens, c'est parce que ça ne s'écrit pas pareil. Donc l'orthographe, le ortho qui vient toujours, hein, dès qu'il y a graphie, il y a orthographe. Il y a toujours une loi qui vient. Nous sommes soumis à une loi. Il s'agit de retrouver la loi à laquelle se soumettre, sinon on se soumet à n'importe quelle loi. Quand on ne va pas retrouver la loi à laquelle, en tant que nous sommes des sujets de l'inconscient, nous devons nous soumettre. Donc ça, c'est tout le propos des noms du père, et ce passage donc de la logique modale à la logique nodale, c'est-à-dire des nœuds, c'est le passage de ne cesse pas de s'écrire, la nécessité, cesse de ne pas s'écrire la contingence, cesse de s'écrire la possibilité, et ne cesse pas de ne pas s'écrire le réel, donc l'impossible. Donc nous avons
4 propositions qui s'interdéfinissent entre elles, selon le carré aristotélicien, entre la nécessité, la contingence, la possibilité et l'impossibilité. Et ce que Lacan démontre, c'est que il y a des passages entre, évidemment, cesse de s'écrire et cesse de ne pas s'écrire. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui deviennent possibles et d'autres qui parviennent à la contingence. Et dans ce rapport-là de logique propositionnelle entre les mots et les choses, puisque peut-être je n'ai pas assez insisté au début de cette séance, mais les mots qui concernent les mots, pour le dire très simplement, c'est de l'ordre du signifiant. Et les mots qui concernent les choses, c'est plutôt de l'ordre du signifié. C'est-à-dire on chute dans le signifié. Dès qu'on reste dans le signifiant, on est dans des rapports des mots entre eux, et pourtant c'est le même langage. Donc il s'agit de nous véhiculer dans cette manière d'entendre les mots pour d'abord toujours viser les mots avant de viser les choses, mais nous chutons toujours dans les choses parce que nous arrêtons la signification à cause de notre imaginaire qui nous fait arrêter la signification au plus vite. Donc, pour résoudre ce problème-là, Lacan propose un passage de la logique modale propositionnelle à la logique nodale, où il s'agit d'établir de nouvelles coordonnées qui ne sont plus les coordonnées cartésiennes, tridimensionnelles, les vieilles coordonnées cartésiennes, comme il dit, mais cette fois des coordonnées où le point ne se définit plus par le croisement de deux droites, mais plutôt par coincement des 3 registres véritables dans lesquels vit le sujet, c'est-à-dire le par-l'être que nous sommes, c'est-à-dire imaginaire, symbolique et réel. Et on voit que c'est le A, le petit a, donc, qui fait ce point-là, et que la logique qu'il y a derrière existe en mathématiques. C'est une topologie particulière qui est de la déformation continue et qui induit toujours 3 dimensions. Et cette tridimensionnalité-là constitue effectivement le passage dans les noms du Père de la modalité, les modalités donc du rapport de la parole à l'écrit, donc de la logique propositionnelle aristotélicienne à la logique nodale et aux nouvelles coordonnées qu'instaure Lacan, qui sont les coordonnées imaginaires, symboliques et réelles. Et c'est là que nous vivons réellement, puisque c'est ce qui détermine Andere Schauplatz, cette autre scène. C'est le fait que nous soyons toujours, en tant que par-l'être, et dès que nous parlons, pour peu que nous parlions, parce que répéter, ce n'est pas parler. Dès que l'homme oublie qu'il est le porteur de la parole, il répète. Et s'il répète, il sort de ses possibilités, disons, d'acheminement vers sa parole. Et dès qu'il est dans cet acheminement-là, il est toujours pris dans ce registre-là d'imaginaire symbolique et réel qui constitue ses véritables coordonnées. Elles sont là, ces coordonnées. Elles ne sont pas dans l'abstraction du moré géométrico, c'est-à-dire d'une dimension purement géométrique. On découpe l'espace en tranches depuis les Grecs anciens jusqu'à, il y a peu de temps, jusqu'à Lacan, où des coordonnées, celles qui sont données par le GPS en ce moment, etc., c'est des coordonnées géométriques. Et donc, la géo, ça veut dire c'est la Terre. Donc, il y a une géométrie, une découpage de l'espace, c'est un espace abstrait. L'espace non abstrait, c'est-à-dire l'espace concret dans lequel vit le sujet, c'est un espace en 3 dimensions aussi, mais cette fois, les 3 dimensions sont dans un rapport de déformation continue, et donc c'est imaginaire, symbolique et réel, et comme nous venons de le voir, avec un passage de l'imaginaro-symbolique, au départ, au symbolico-réel, où le réel vient comme buter limite interne au symbolique, pas externe au symbolique, parce que nous vivons à l'intérieur de ce registre-là. C'est pour ça que c'est difficile de vouloir le comprendre, parce que nous sommes déjà compris au sens, disons, où un ensemble comprend, c'est-à-dire contient un autre ensemble, nous sommes déjà compris dans ce registre-là. Et ça, c'est une nouvelle manière de voir les choses.
C'est le nouveau discours, et ça, c'est ce que Lacan appelle le discours de l'analyste, bien que ce soit lui qui en définisse le mathème et le passage de l'un à l'autre avec les 4 discours, il attribue à Freud donc la découverte de ce discours de l'analyste, puisque à partir de Freud, nous pouvons enfin vivre dans de nouvelles coordonnées, et que ces coordonnées-là sont celles qui nous définissent réellement, c'est-à-dire avec le réel comme point de coincement. Le nœud vient coincer quelque chose, puisque c'est un nœud, hein, donc c'est ça le nodal, le nœud vient coincer quelque chose, et ce vide-là qui est coincé par le nœud, c'est notre réel à nous.